nationale a considéré que, premièrement, Guy Marius Sagna, au regard de la déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, que Guy Marius Sagna remplit tous les critères pour le qualifier de défenseur des droits de l'homme. Et que, de ce point de vue, il doit bénéficier de la protection que tout défenseur des droits de l'homme doit avoir. Et de ce point de vue, l'État, qui est le premier garant des libertés fondamentales, devrait assurer, n'est-ce pas, sa protection. Il a interrogé les enquêteurs sur le motif pour lequel il est arrêté encore, ou il fait encore l'objet d'une enquête complémentaire. Et là, il n'y avait pas de réponse. Il y a eu de la tergiversation, mais au finish, aucune infraction ne lui a été notifiée. À lui comme à nous qui l'assistions. Donc, aucune infraction. Donc, il a été encore entendu sur ce poste-là. Mais ce qui est curieux dans cette affaire-là, relativement à la seconde audition, contrairement à la première audition, c'est lui-même qui avait posté et donné son avis sur le système de santé sénégalais. Il a donné son opinion. Mais sur le poste, il n'était ni présent sur le présidium au moment de la conférence de presse. Il n'a pas posté personnellement le texte, même s'il est membre du mouvement France Dégage qu'il assume. Ça, c'est la première curiosité. Donc, on ne peut pas lui imputer la paternité ni de ce poste, ni du contenu. Mais au-delà de tout cela, à supposer même par extraordinaire, mais avant d'arriver à cela, c'est après qu'il a été déféré à nouveau, le jeudi. On a attendu encore, même procès jusqu'à 17h, il y a eu retour de parquet. Mais effectivement, il a été bel et bien question de retour de parquet parce qu'il a dormi au commissariat central. Donc c'est le vendredi qu'il a été déféré à nouveau au niveau du parquet. Moi et mes confrères, en notre qualité d'avocat, on s'attendait à deux hypothèses. La première, c'était peut-être qu'on classe le dossier sans suite. Parce que lorsqu'on défend quelqu'un, on se prépare à toutes les hypothèses. Première, ça va être classé sans suite. Deuxième, c'est trois hypothèses d'ailleurs. Deuxième, il est entendu, on envoie le dossier au flagrant délit, mais il bénéficie d'une liberté provisoire. Troisième hypothèse, on le place sous mandat de dépôt, mais il est jugé en flagrant délit. Voilà ce qu'on envisageait comme scénario du pire, parce que c'est ça un avocat. Il faut analyser toutes les hypothèses, du plus simple au plus complexe. Mais contre toute attente, à 13h15, on le fait monter devant le doyen des juges d'instruction pour l'entendre alors qu'on préparait la prière. C'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. Il a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt sur la base de l'article 429 bis du Code pénal, qui vise un délit de fausse alerte au terrorisme. Donc nous étions surpris. Parce qu'à supposer par extraordinaire qu'il y ait infraction, mais il n'y a rien à enquêter. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une information judiciaire parce que le poste, il est là. Pour moins que ça, on saisit le flagrant délit. Qu'est-ce qui justifie, pour une évidence, entre guillemets, relativement au texte incriminé, qu'on aille pour ouvrir une information judiciaire? Donc nous étions surpris. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Voilà un peu le déroulé du processus. Autant, tout au long, il n'y avait pas de notification d'une quelconque infraction sur les deux auditions. Autant, également, le règlement du dossier nous pose problème. Nous pensons que le règlement pose problème parce que s'il estime que Guy a commis une quelconque infraction, qu'est-ce qui empêchait d'aller au flagrant délit? Ce qui n'est pas le cas. Outre le fait qu'en l'espèce, il n'y a
aucune infraction, comme je l'ai indiqué au départ. Il n'est pas l'auteur du poste, il n'était pas au présidium, il n'est pas également l'auteur du texte. Placé sous mandat de dépôt sur des choses qui n'existent que dans l'esprit d'un procureur, croyez-moi, on ne peut plus parler de sûreté humaine, ni de sécurité humaine. Et vous comprendrez l'enjeu et l'importance de cette conférence de presse. Et malheureusement, ça tombe sur aujourd'hui celui qui incarne, qui est l'emblème de la contestation au Sénégal. Guy Marius Sagna, c'est l'ennemi numéro 1 du régime. Donc il ne faudrait pas penser à un fait anodin ou à une procédure innocente. Tout est planifié au plus haut niveau. Je pense que notre confrère Moussa Sarr vous a expliqué. Au départ, on l'arrête sur la base de 2 postes. Des gouvernants qui étaient là, qui n'ont pas pu promouvoir des infrastructures hôtelières et qui sont rattrapés par l'histoire. Il fait son propre analyse. Ça peut heurter moralement, mais on décide de lui faire la fête judiciaire sur la base de ces 2 postes. Mais au finish, même les enquêteurs disent au procureur, mais nous ne pouvons pas le retenir, il n'y a rien dans ce dossier. Et on leur demande d'aller fouiller et trouver quelque chose sur laquelle on peut le coincer et on sort cette déclaration. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de penser que c'est un combat des militants des droits de l'homme, des activistes que nous sommes. C'est le combat de tous les Sénégalais, et particulièrement pour moi de la presse. Parce que le Sénégalais qui est hors de Dakar, qui est à 1000 km de Dakar, 500, mais il entend la radio, la RTS, il lit Le Soleil, on dit il est arrêté parce qu'il a fait une fausse alerte au terrorisme. Mais qu'est-ce que c'est que la fausse alerte? Mais c'est de dire qu'il y a une bombe qui est posée à l'hôtel Radisson, il y a une bombe qui est posée à l'hôtel au niveau de Terrou-Bi, au niveau du Café de Rome. Mais vous-même, journaliste, quand vous restituez l'information, vous êtes en mesure de dire, mais ce qu'on lui reproche, ce n'est pas de la fausse alerte. Il fait une analyse, son mouvement, lui-même, il ne le fait pas. Ça ne lui est même pas imputable, mais au moins s'ils le font, déjà le journaliste, il doit pouvoir avoir cet esprit critique. Parce que, vous savez, les régimes dictatoriaux, je ne dis pas qu'on est dans le cas au Sénégal, mais ont toujours utilisé ce qu'on appelle les appareils idéologiques de l'État. Et seule une presse, nous avons la chance d'avoir au Sénégal une presse privée qui s'est battue de 2000 à 2011. Et si nous avons pu réaliser ce que nous avons réalisé de 2000 à 2011, c'est parce que la presse a été là. La presse a été critique. Et aujourd'hui, si on passe une information selon laquelle Guy Marius Sagna a été inculpé pour fausse alerte et qu'il n'y ait aucune analyse critique corrélative qui puisse expliquer aux Sénégalais qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la fausse alerte et pourquoi on l'a mis en détention? Quelqu'un, à la limite, qui aurait pu aller au flagrant délit. Mais on sait que les jeunes magistrats, aujourd'hui, vous les envoyez Guy Marius Sagna, mais ils le relaxent. Donc la solution, ce n'est pas de l'envoyer au flagrant délit. C'est de requérir une information et que le juge prenne un mandat de dépôt et qu'il soit réduit au silence pendant au moins 6 mois. Parce que ça, c'est l'hypothèse d'un délit. Mais nous savons que dans l'esprit du procureur, c'est une affaire criminelle. Donc il faut le mettre au frigo pendant au moins 2 ans, parce que la détention en matière criminelle au Sénégal n'est pas limitée. Mais un juriste a expliqué que même sous cette inculpation, on est dans le cadre du délit. Mais dans leur entendement, aujourd'hui, il s'agit d'écarter celui qui incarne la radicalité la plus profonde au Sénégal. Et surtout quand vous avez des cas comme Petro-Tim, qui peut se révéler être un Petrogate. Donc il faut couper la tête de ces mouvements contestataires. Et il n'y a pas autre explication. Nous sommes des juristes. Nous qui sommes là, Ahmed Moussa Sarr, Amadou Ali Diallo, les jeunes Sow, Ndiaye, mais s'il y avait une infraction, nous serions les premiers à respecter notre serment. Nous ne sommes plus nous sommes maintenant des acteurs judiciaires. Et ça, depuis les textes de l'IMOA, nous contribuons à la distribution de la justice.
Mais c'est parce qu'aujourd'hui, si nous osons nous mettre ici, avec derrière nous cette banderole, c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes dans la plus grande... devant un arbitraire qu'on ne peut pas qualifier. Et ça, moi, personnellement, de par l'expérience que j'ai, étant un acteur du mouvement 23, je lancerai un appel à la presse. Cette consommation de l'information officielle, il faut que ça cesse. Imaginez, même dans l'affaire Petrotim, qu'on vous dise que tous les rapports ont été publiés et qu'on mette ça, les journalistes, oui, le président de la République, alors que vous n'avez pas le rapport entre Cosmos et Timis Corporation. Et c'est là où il y a les royalties, c'est là que c'est prévu. Timis contre, par exemple, BP. Et l'information officielle, c'est que le Sénégal ne cache rien. Tous les rapports, vous les avez sur Internet, mais c'est fou. Mais il faut qu'un journaliste puisse au moins faire une analyse critique, un titre, dire non, monsieur le président, vous n'avez pas publié ça. Et c'est cette information qui permet de former une opinion publique qui puisse servir au moins de contre-pouvoir. Et si nous laissons cette affaire passer, parce que je l'ai dit, ça peut être une bulle de savon, ça veut dire se désagréger au contact de la nature, de la physique, mais ça peut être un parachemin pour l'atteinte aux droits fondamentaux pour toujours. Réduire au silence tous les militants, y compris nous-mêmes, même si c'est illusoire de vouloir faire taire des militants. Donc pour vous dire que c'est un combat de tous. Et qu'aujourd'hui, si vous entendez que nous insistions sur la rupture du lien ombilical entre le parquet et l'exécutif, mais parce que nous n'avons même pas l'élégance républicaine qui voudrait que l'exécutif s'abstienne d'un certain nombre d'instrumentalisations de la justice. Comment peut-on faire faire à un procureur ces choses-là? Vous avez un rapport de l'OFNAC sur Petrotim et personne n'en parle. Le procureur s'assoit dessus, la presse ne s'émeut pas et on fait un appel à témoins. Alors que le rapport est entre les mains du procureur, il a fallu que Nafingom rompe son obligation de réserve, son devoir de réserve pour informer que j'ai fait ça. Mais ça, c'est le rôle de la presse. Aucune organisation des droits de l'homme, aucun militant ne fait un travail sans le relais de la presse, l'amplification nécessaire de la presse. Et ce combat a été un combat partagé qui nous a permis de faire des bons démocratiques. Aujourd'hui, nous assistons au contraire à un reflux démocratique. Nous assistons à la pure série noire, à la pure période noire de la démocratie sénégalaise. Et il faut le dire, et ça, il nous faut avoir des alliés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette conférence de presse, au-delà de l'indignation, c'est d'amener les journalistes à comprendre que d'abord, il n'y a pas d'affaire Guy Marius Sagna. Parce que les postes, deux postes, n'ont jamais constitué, recelé au principe, par rapport au principe de la légalité des poursuites. Parce que pour poursuivre quelqu'un, il faut une infraction préalablement définie par la loi, des faits qualifiés par la loi d'infraction, la matérialité, la légalité. Mais quand je dis qu'au Sénégal, il n'y a pas d'hôpital et qu'on est obligé d'aller en France, on ne peut pas en poursuivre. Et même si on sort ce poste de France Dégage, mais où est l'alerte? Est-ce que France Dégage a dit que dans 2 jours, il y aura une bombe qui va éclater? Non, il n'y en a pas. Donc cette question aurait pu même être réglée par la presse, édifier l'opinion publique, de manière à avoir ce feedback résultant d'un contre-pouvoir que constituait un certain nombre d'organisations et de mécanismes sociaux pour que le régime sache que cette affaire ne passera pas. Aujourd'hui, ils ont mis sous mandat de dépôt. Il faut saluer l'engagement des avocats ici. Déjà, Ahmed Kane a fait une demande de mainlevée de mandat de dépôt. Ce n'est pas une demande de liberté provisoire, comme il l'a dit. Parce que quand vous faites une demande de liberté provisoire, c'est parce qu'il faut que la personne soit entendue au fond. Mais quand nous sommes devant un cas d'arbitraire, on demande la levée sans condition. Ça dit que le juge d'instruction doit se prononcer sur cette question, sinon nous saisirons la chambre d'accusation. Parce qu'il n'y a pas de fait qui puisse justifier légalement la détention. Donc c'est une demande de main levée. Et vous verrez dans les jours à venir que le combat va s'intensifier et que nous ferons en sorte que ce rituel auquel nous avions rompu, c'est-à-dire ces conférences de presse entre militants, entre hommes épris de paix, que cela soit désormais très régulier pour qu'on puisse informer, que les journalistes puissent informer aussi l'opinion publique pour qu'on sache
que ce qui nous préoccupe, c'est d'abord la sûreté, la sécurité humaine, et qu'un pouvoir politique sache qu'il ne peut tout faire, et que soit nous choisissons un système démocratique, soit nous choisissons la dictature. Si nous étions en dictature, nous n'aurions pas de problème, parce que nous savons que république rimerait avec royauté. Mais aujourd'hui, on ne peut pas enrober notre république sous le sceau de la royauté et faire croire à la consommation extérieure que nous sommes en démocratie. C'est fou. Il y a 3 droits de l'homme qui sont considérés comme des droits indérogeables. C'est-à-dire que même en temps de guerre, on ne peut pas les restreindre. Quelles que soient les circonstances, ce sont des droits qui ne peuvent pas faire l'objet de restrictions. Et ces 3 droits indérogeables, c'est d'abord le droit à la vie. On ne peut pas dire que je suis en guerre, j'ai fait prisonnier l'ennemi, je le tue. C'est une violation du droit international humanitaire si vous le faites. Vous serez poursuivi pour crime de guerre. L'autre droit qui est indérogeable, c'est le droit à l'intégrité physique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Supposons vous dites qu'il est terroriste ou qu'il est voleur ou assassin. Il faut que je le torture pour qu'il parle. Ça, également, ce n'est pas permis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les motifs. Vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Le troisième et dernier droit qui est indérogeable, c'est le droit à la sûreté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un et l'emprisonner arbitrairement. Et donc vous avez compris aujourd'hui, s'agissant de M. Guy Marius Sagna, qu'on tombe dans la violation du droit à la sûreté, à la lumière des faits et de la procédure.